Bonjour aux derniers participants arrivés. Couper les micros. Merci de votre présence ce matin. Alors, habituellement, dans ces cas-là, on fait un petit tour de table pour faire connaissance et on aurait pu passer quelques minutes à discuter pour échanger sur vos attentes vis-à-vis de cette matinale. Donc, les circonstances imposent de faire différemment ce matin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un petit format sondage où vous pourrez répondre à quelques questions pendant l'heure qu'on va passer ensemble. Vous pourrez justement exprimer, la première, ce sera pour déjà mieux connaître, mieux cerner quels sont les types de missions que vous exercez avec vos clients, les problématiques que vous pouvez rencontrer, ce qui nous permettra, nous, peut-être de réagir en séance ou de rebondir au cours de la présentation. Alors, on y est tous habitués maintenant. Vous avez également dans l'outil de webinaire une section questions où vous pouvez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On pourra y répondre soit en séance, soit on gardera un petit moment à la fin selon ce qui est le plus approprié. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Voilà, si on souhaite qu'il y ait un petit peu d'interaction pendant cette présentation. Alors ce matin, nous sommes dans les locaux de l'INEST, dans les locaux de l'Ordre à Paris, dans le 9e. Je suis en présence donc de l'équipe de l'INEST, de l'accélérateur, qui est représentée par Thomas Roy, qui est à côté de moi, et Pascal Lemétayer, mon associé chez Eval-Tombise. Et on est très heureux de vous accueillir ce matin pour cette matinale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Eval-Tombise. Vous avez peut-être participé, pour certains d'entre vous, au bêta-test qu'on a organisé dans le cadre du programme. Peut-être qu'on s'est déjà rencontré à d'autres occasions, aux UE, ou vous avez peut-être même déjà testé l'outil par vous-même. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on va quand même refaire une présentation de l'outil. Ce sera aussi l'occasion de vous montrer, on va essayer de tourner la présentation autour d'un cas concret qui peut illustrer comment vous pourriez utiliser l'outil dans le cadre de vos missions au quotidien avec vos clients. Et ce sera aussi l'occasion de vous montrer quelles ont été les dernières évolutions, ce sur quoi on a travaillé ces dernières semaines et ces derniers mois, certaines évolutions ayant notamment pu aboutir grâce au programme et aux échanges qu'on a pu mener avec certains d'entre vous dans le cadre du programme. Alors, juste pour commencer, on va commencer par une première question. Si vous le voulez bien, on va vous demander quelles sont les missions, les types de missions d'accompagnement que vous réalisez avec vos clients. C'est une question à choix multiples. Donc, vous pouvez cocher une ou plusieurs missions. Là, l'idée, c'est simplement de, encore une fois, faire connaissance avec vous, savoir quelles sont les problématiques qui sont celles qu'expriment vos clients et ce sur quoi vous les accompagnez le plus régulièrement. Alors au-delà évidemment des missions de tenue comptable, on va dire traditionnelle. Alors, on laisse encore quelques secondes à ceux qui souhaitent voter. Alors, je vous rassure, hein, les votes sont complètement anonymes. C'est-à-dire que nous, on a juste le pourcentage de ceux d'entre vous qui ont voté pour telle ou telle catégorie, mais on n'a pas les noms. On est à presque 80% de votes. On va dire que c'est pas mal, que c'est suffisant. Alors, on peut vous afficher le. Alors, on me dit que c'est pas un choix multiple. Bon, bon, désolé, c'était pas un choix multiple. Okay. Désolé pour le petit souci technique. Alors, net avance pour la création d'entreprise. La moitié d'entre vous accompagnez vos clients sur de la création. Donc on pourra vous montrer comment Eval-Tombise peut vous aider sur du conseil en création d'entreprise.
Après, à peu près de manière partagée, pilotage, reporting financier récurrent, diagnostic, accompagnement en financement qui est plutôt minoritaire, alors que étonnamment, intuitivement, on aurait pensé que c'était un sujet qui revenait régulièrement pour vous, ainsi que d'autres conseils non financiers en stratégie fiscale, investissement qui reviennent également à parts égales avec les autres thématiques. Bon, en tout cas, nette avance pour la création d'entreprise. Merci pour vos votes. Alors, je vais simplement faire une introduction rapide sur ce qu'est Eval Tombies. Alors déjà, qui on est, ce qui nous amène ici aujourd'hui, ce qu'est Eval Tombies, à quoi ça peut servir, et ensuite je passerai sur une démo de l'outil, encore une fois autour d'un cas concret. Alors moi je suis donc Jean, je suis l'un des 3 associés fondateurs d'Eval Tombies, donc avec Pascal qui est à côté de moi et Armen qui n'est pas avec nous aujourd'hui. On est tous les 3 des anciens du secteur bancaire. Et après avoir passé quelques années, on a notamment travaillé sur des questions de financement d'entreprise et on s'est demandé à un moment donné comment apporter des solutions pour aider des TPE, PME à plus facilement se financer. C'était l'idée de départ. On vient du monde du financement, du monde du crédit. Donc on avait une idée au départ qui était d'aider des petites entreprises à financer des projets et en ayant fait le constat que finalement assez souvent, alors, au-delà des problèmes de risque des projets qui peuvent empêcher leur financement, assez souvent, c'était aussi des questions des difficultés de dialogue entre un entrepreneur et un financier qui n'arrivait pas toujours à se comprendre. Donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être matière à aider des entreprises à mieux s'approprier leurs enjeux financiers et à mieux présenter un projet de financement quand elles en avaient un. Et c'est ce qui nous a amené, alors chemin faisant, évidemment, l'idée a évolué. Et on est passé de cette idée du financement à l'idée plus générale d'aider les entreprises à mieux maîtriser leurs finances, en ayant fait aussi le constat que les entreprises, les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise, et ça vous les voyez tous les jours, vous devez en le faire constat aussi, mais ils sont pas comptables, ils sont pas financiers, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, et pour certains le sujet leur échappe, ils sont pas du tout à même de traduire ils peuvent avoir une très très bonne vision opérationnelle sur leur activité, mais c'est difficile de la traduire en vision chiffrée et ça suffit pas à faire un prévisionnel de trésorerie ou un prévisionnel financier de qualité, même si on a toutes les hypothèses opérationnelles, toute la vision en tête. Donc on a voulu concevoir un outil qui leur permette justement de facilement passer de cette vision opérationnelle à cette vision chiffrée, d'obtenir un prévisionnel financier et ça, quel que soit le besoin ou le moment de la vie de l'entreprise où on en a besoin. C'est pour ça qu'on vous a posé cette question en entrée. Les différents moments où on peut avoir besoin de faire du prévisionnel, faire des simulations financières, c'est évidemment au moment où on crée l'entreprise, on veut faire son premier business plan financier. Une fois que l'entreprise est établie, qu'elle a une activité, on va vouloir faire des budgets annuels, budgets prévisionnels, dont on va vouloir piloter l'exécution dans le temps. À un moment donné, peut se poser la question de l'investissement, de l'investissement, donc arbitrer entre plusieurs projets d'investissement, financer ces projets, aller se présenter devant des investisseurs ou des banquiers avec un dossier. Également la thématique du diagnostic qui peut être voilà, on voit des entreprises qui sont à un moment donné qui peuvent être en situation pas encore de difficulté, mais sur lesquelles il peut y avoir certains risques ou certains points d'amélioration qui peuvent nécessiter qui nécessitent d'être diagnostiqués pour ensuite être améliorés. Bref, tous ces moments clés où on peut avoir besoin obtenir une vision chiffrée de l'activité de l'entreprise. Et donc l'outil, on l'a conçu pour vraiment s'adresser en premier lieu aux dirigeants, aux entrepreneurs qui ne sont pas du tout, encore une fois, ni financiers ni comptables, pour qu'ils puissent facilement se l'approprier et obtenir des résultats pertinents pour eux. Évidemment, on s'adresse également à toutes celles et ceux qui accompagnent, vous les experts comptables en premier lieu, plus généralement tous les métiers de l'accompagnement, conseil, chiffres, fonctions finance externalisées, ainsi que des structures qui peuvent accompagner à la création ou à la reprise d'entreprise. Je n'ai pas parlé de la reprise, mais c'est aussi un cas de figure où on peut avoir besoin de faire un prévisionnel ou un business plan de rachat d'entreprise. Et donc on a créé Eval Tombies, on a lancé une toute première version en début 2018. L'outil a énormément évolué depuis, on continue à le faire évoluer
alors, en fonction des idées qu'on avait dès le départ et aussi des retours que nous font nos clients et nos utilisateurs, et évidemment dans le cadre du programme INEST, où on a pu collecter les retours de certains d'entre vous et valider certaines évolutions et commencer à dessiner les évolutions futures, la feuille de route d'Evalpombis sur les prochains mois et les prochaines années. Je vais passer directement sur l'outil. Ce sera encore mieux qu'un long discours. Ce sera surtout plus parlant. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Où vous avez une page écrite en haut à gauche evalpombis.fr avec des graphiques et des blocs de couleurs. Ça, c'est l'interface de construction du prévisionnel. C'est l'interface centrale d'Evalpombis. Ici, on est sur le cas d'une entreprise. Une entreprise, c'est une vraie entreprise qui est une entreprise de chaudronnerie dans l'Aisne, qu'on a pris comme ça comme exemple. C'est pas un de nos utilisateurs, un de nos clients. C'est encore une fois, c'est une vraie entreprise avec ses données financières historiques réelles. En revanche, tout ce qu'on va présenter comme données prévisionnelles sont évidemment purement fictives. C'est inspiré d'un cas réel, mais les données sont illustratives et purement fictives. Donc, l'outil fonctionne de la manière suivante. Là, on est sur le cas, je vous dis, d'une entreprise de chaudronnerie, mais ça pourrait fonctionner pour n'importe quel secteur d'activité ou type de modèle d'affaires, services, industrie, commerce, etc. L'outil sert à permet de calculer des prévisions. Ici, vous le voyez, un graphique d'évolution d'une courbe de trésorerie, différentes projections aussi graphiques, par exemple sur le compte d'exploitation, la ventilation du compte d'exploitation en vision annuelle, des versions sous format de tableau, un compte de résultats en vision synthétique. On peut en voir une version plus détaillée si on le souhaite. Un bilan projeté, des indicateurs de nature ici opérationnelle, les marges, le BFR, les délais de paiement, tout ce qui a trait au cycle d'exploitation, les indicateurs de nature plus financière, notamment des ratios d'endettement, capacité de remboursement, capacité de financement, les ratios de rentabilité. Ici, tout en bas, on a également un petit module qu'on appelle test crédit qui, je vous ai dit que nous, on venait du monde du crédit, donc on a transposé finalement quels étaient les principaux ratios les plus couramment regardés par une banque traditionnelle quand il s'agit d'analyser un dossier de financement, en mettant un visuel simple à analyser, vert, orange, rouge. En clair, est-ce que mon projet est prêt? Est-ce qu'il est suffisamment mûr pour être présenté à un banquier ou pas? Après, ça, ces éléments, ce sont les éléments, les graphiques et les tableaux que je viens d'énumérer sont les éléments par défaut sur l'interface. On peut aller en chercher d'autres, vous le verrez tout à l'heure, pour compléter son espace de travail. Donc, toutes ces projections, là, à ce stade, elles sont simplement alimentées par l'historique de l'entreprise. Donc, on a la possibilité dans Evalpombis d'utiliser l'historique de l'entreprise, l'historique financier au travers de ses liasses fiscales ou de ses FEC, fichiers d'écriture comptable, si on en dispose. Par défaut, on fait la tentative d'aller récupérer automatiquement les liasses fiscales de l'entreprise sur laquelle on travaille auprès du greffe. Donc, on est connecté sur les bases du RCS et automatiquement, donc sans aucune saisie, on rentre simplement le sirène, on récupère, encore une fois, quand ces liasses sont disponibles et ne sont pas confidentielles, on va récupérer le bilan et le compte de résultats, les bilans et les comptes de résultats passés sur les exercices précédents. Ici, on voit qu'on a des bilans 2018-2017 qui sont malheureusement confidentiels. Donc, c'est-à-dire que nous, on peut pas y accéder, personne ne le peut. En revanche, on s'est mis dans la place d'un utilisateur qui disposait, par exemple, si je suis le dirigeant de l'entreprise, je dispose de l'alias fiscale. Là, je l'ai chargé, j'aurais pu la charger en format PDF si je disposais du format DGFIP qui convient, bilan complet ou bilan simplifié. J'aurais pu également charger le FEC de l'exercice 2019 si j'en disposais. Là, j'avais ni l'un ni l'autre, comme encore une fois, c'est une entreprise exemple. J'ai chargé une liasse fiscale au format Excel. Donc, on a un template qui prend juste quelques minutes à compléter. Et ça nous permet de démarrer avec un compte de résultats et un bilan de référence pour l'année 2019.
qui va être réutilisé dans les projections à partir de l'année 2020. Je reviendrai sur le chargement du FEC tout à l'heure. À partir de cette liasse fiscale, donc on va pouvoir, enfin de ce bilan et de ce compte de résultats de référence, on va pouvoir faire des projections sur les années futures en faisant, dans un premier temps, par défaut, l'hypothèse que cette année 2019 se reconduit à l'identique sur les années futures. Donc, par exemple, si vous regardez ici le compte d'exploitation, vous voyez que les charges et les produits restent constants sur les années futures et grâce à cela, on fabrique une première projection, une première ébauche de projection. Évidemment, c'est une hypothèse qui est tout à fait discutable. Rien ne dit que les années précédentes vont se reproduire à l'identique. Donc, c'est là qu'on va pouvoir ajouter ses propres hypothèses d'évolution de l'activité pour les années futures. Donc, vous le voyez ici en haut à droite, vous avez des cases bleues qui correspondent chacune à une année du prévisionnel. Et on va pouvoir donc y ajouter des éléments qui font partie ici on a une sorte de catalogue d'hypothèses disponibles qui peuvent être des investissements, qui peuvent être des dépenses, charges ou décaissements. Donc on va y retrouver les principaux postes habituels, les approvisionnements, les coûts de personnel, les dépenses externes, les taxes, etc. La catégorie revenus, chiffre d'affaires et une catégorie financement, ressources financières. On va pouvoir modéliser une entrée de capitaux propres, de l'endettement, des subventions ou du crédit d'impôt. Ici, on a pour ajouter une hypothèse, imaginons que notre entreprise de chaudronnerie Hulin fait l'hypothèse qu'en 2021, elle va investir dans une nouvelle machine, un nouvel outil de production. Donc, on vient ici saisir le bloc investissement corporel. On le fait glisser en 2021 et on a simplement à saisir un montant, le montant de l'investissement envisagé, mettons 200 000 euros. Si c'est amortissable, on peut également le saisir ici. On peut saisir le mois auquel a lieu l'investissement et on enregistre et on a la mise à jour des projections. Alors ici, vous avez peut-être vu la courbe de trésorerie bouger. En tout cas, on voit nettement le décaissement qui intervient en janvier 2021. Et de la même manière, si on veut modéliser que il va peut-être falloir recruter pour faire tourner cette nouvelle machine, on vient saisir le bloc coût de personnel. On va pouvoir, alors à chaque fois, on peut donner un titre, on peut expliquer, donner un peu de texte autour des chiffres pour expliquer ce que signifie cette hypothèse. On va pouvoir ici indiquer qu'on va recruter des salariés deux salariés à 5 000 euros par mois en coût total pour l'entreprise et qu'on va les recruter en CDI. Donc l'hypothèse va s'appliquer de manière reconduite dans le temps. Voilà. Et si enfin on fait l'hypothèse que notre entreprise va, grâce à cette nouvelle machine, pouvoir commercialiser des nouvelles pièces, des nouveaux moules, par exemple, fabriqués grâce à cette machine, on va pouvoir venir ici saisir un bloc de vente de produits. Et là aussi, on va pouvoir indiquer les quelques paramètres indispensables. Imaginons que ce soit des pièces vendues à 5 000 euros, qu'elles vont en vendre 10 par mois, par exemple, à partir du mois de juin 2021. Ça va s'appliquer aussi les années suivantes. On va pouvoir, sur des hypothèses de vente, paramétrer, accéder à d'autres types de paramètres. Imaginons que ce qui est tout à fait probable que les ventes ne soient pas, qu'il y ait une certaine saisonnalité sur l'année, c'est-à-dire que les ventes ne soient pas écues réparties sur toute l'année, ce qui est l'hypothèse par défaut. On va pouvoir le moduler ici. Donc, créer son propre profil ce qu'on appelle profil de saisonnalité. Donc, en clair, la répartition des ventes sur l'année, soit en pourcentage. Ici, on peut venir indiquer quels sont le pourcentage représenté par chaque mois sur le total des ventes annuelles. On peut aussi saisir des montants mois par mois. On peut aussi saisir des prix unitaires et des quantités vendues mois par mois, s'il y a des effets prix et des effets volume qui varient dans l'année. Voilà, le principe est d'avoir une représentation la plus fidèle possible des ventes prévisionnelles sur l'année. Également, on a d'autres paramètres qui sont assez classiques. Est-ce qu'on reçoit des acomptes à la commande? Est-ce que
en combien de temps on livre, en combien de temps on est payé, est-ce que le taux de TVA du produit que l'on vend est spécifique. On peut également saisir un taux de marge brute qui derrière va permettre de calculer l'évolution prévisionnelle des stocks de matières premières consommées par ces produits. Bref, voilà. Vous l'avez compris, ici on a essayé de synthétiser en une seule fenêtre de saisie l'ensemble des éléments qui sont vraiment opérationnels. A priori, ceux que maîtrise le dirigeant de l'entreprise ou un opérationnel de l'entreprise qui sait combien de pièces il va vendre mois par mois, à quel prix, avec ses délais de livraison, de paiement, ses acomptes, etc. Et derrière, ensuite, l'outil va automatiser le calcul de toutes les prévisions du profil de trésorerie, compte de résultats, bilan et indicateurs prévisionnels à partir de ces éléments. Voilà, vous l'avez compris comment ça fonctionne pour un cas ultra basique comme celui-là où on fait un projet simple d'investissement en 2021. Après, on peut aller plus loin. Ici, imaginons que j'ai plusieurs versions, vous le voyez ici en haut à gauche, plusieurs versions, plusieurs prévisionnels différents que j'ai préparés au préalable, mais qui pourraient être différentes visions différentes de l'évolution de l'évolution de l'activité de l'entreprise sur les années à venir. On parlait tout à l'heure d'un cas de figure qui peut être l'arbitrage entre plusieurs projets d'investissement. Donc ça, c'est typiquement un cas qu'on peut gérer grâce à cette multiplicité des versions de projet ou des versions de prévisionnels. On va pouvoir créer, ici, voilà, j'ai créé un premier projet qui s'appelle Nouveau Projet, qui est un investissement en 2021 dans une nouvelle machine à 200 000 euros. Je pourrais créer un deuxième prévisionnel où j'investis dans une machine non pas à 200 000 mais à 500 000 qui va me rapporter non pas 600 000 euros annuels mais peut-être 800 000 et faire un deuxième prévisionnel et ensuite pouvoir comparer les deux. Comparer ce que ça peut donner en termes de trésorerie, de besoins de financement, de rentabilité à moyen terme, de marge, etc. Donc ça, c'est un premier cas de figure qu'on peut travailler grâce à cette multiplicité des projets. Une deuxième cas de figure, c'est le suivi dans le temps. Voilà, à un moment donné, on va faire un budget et on va vouloir en suivre l'exécution dans le temps. Je passe sur un projet que j'ai nommé budget 2020, qui pourrait être le budget de l'année 2020, enfin les années 2020-2021 que j'avais préparé pour cette entreprise en tout début d'année 2020. Donc on était avant le Covid, on n'en parlait pas encore. J'avais fait le projet que l'entreprise continuerait à développer ses ventes sur l'année 2020 avec une légère croissance également, une reprise des charges, donc des approvisionnements en matières premières, avec des coûts externes, un montant de taxes et des coûts salariaux qui étaient sensiblement les mêmes mais en légère croissance par rapport à 2019. En faisant le projet de renouveler une machine de l'outil de production à partir en octobre 2020 pour 200 000 euros et que l'ensemble de mes produits et de mes charges allaient croître ensuite en rythme annuel à partir de 2021 de 4% par an. Ça, c'était mon projet de départ et voilà, ça me donnait, vu de début 2021, ça me donnait ce profil de trésorerie qui était plutôt confortablement positif. J'avais ici un point bas, au minimum, ça descendait à 60 000 euros en prévisionnel en octobre 2020. Voilà, ça me laissait la possibilité ça me laissait une marge de sécurité. Si on regarde comment se comportait mon compte de résultat, vous le voyez ici, j'avais un résultat qui était ici sensiblement le même en 2020 par rapport à 2019. Je vous ai dit légère croissance du chiffre d'affaires sur 2020, c'est plus 7%. Les charges qui augmentent sensiblement du même pourcentage. Bref, voilà, un budget classique que j'aurais pu faire en début d'année. Imaginons maintenant que les premiers mois, le premier semestre est passé. Je veux contrôler, vérifier où j'en suis à mi-2020 par rapport à mon budget. C'est là que je vais pouvoir utiliser le FEC de l'entreprise comme moyen d'importer le réalisé sur les premiers mois de l'année. Alors vous le voyez ici, c'est une fonctionnalité qui est en bêta. En fait, on
on avait commencé à y travailler avant, enfin déjà depuis plusieurs mois, et le fait d'intégrer le programme INES, comme je l'ai dit en introduction, nous a permis d'aller un petit peu plus en profondeur le meilleur parti qu'on pouvait tirer du FEC, notamment en échangeant avec certains d'entre vous. Donc c'est une fonctionnalité qu'on vient de lancer, ou enfin, en tout cas qu'on va lancer officiellement vraiment dans très peu de temps, qui pour le moment est en bêta, qui a été testé en bêta par certains d'entre vous, et voilà, qui nous permet de faire la chose suivante. Ici, j'ai chargé un fichier d'écriture comptable pour cette entreprise, donc qui est une situation provisoire au 31 juillet 2020. Donc je n'ai fait que charger le fichier texte dans l'outil. Si je sélectionne ce FEC, je vais pouvoir alors déjà simplement visualiser quels sont les chiffres, quel est le réalisé sur les produits, les charges d'exploitation sur les 7 premiers mois de l'année 2020. Ici, donc j'ai un récap de l'évolution mois par mois des montants inscrits dans le FEC. Pour le moment, c'est limité aux produits et aux charges d'exploitation, c'est-à-dire qu'on ne va pas encore récupérer les opérations de bilan, mais c'est pour bientôt. Et je vais pouvoir donc choisir quels sont les mois que je souhaite importer. Donc, imaginons, voilà, je sais que ma situation à fin juillet, elle est à peu près, elle est fiable. Je vais pouvoir importer donc l'ensemble des informations sur les 7 premiers mois de l'année. Ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement remplacer ce qui était du prévisionnel sur les 7 premiers mois de 2020 par du réalisé et me créer ici un nouveau prévisionnel sur lequel je vais retrouver, encore une fois, alors vous voyez des petites hypothèses ici qui sont taguées, étiquetées en orange, qui correspondent au réalisé du début d'année, plus le reste le résiduel du prévisionnel, si vous voulez, sur les 5 derniers mois de l'année. Donc, je retrouve ici toujours l'investissement que j'avais prévu en octobre, et je vais retrouver ici mes hypothèses 2021, telles que je les avais imaginées au départ. Ce nouveau projet, il va être comparé automatiquement à ma version initiale, qui était le budget 2020 que j'avais construit au départ, et je vais donc avoir ici un comparatif mois par mois sur les produits d'exploitation, sur les charges d'exploitation. Également une vision comparée de la trésorerie, du profil de trésorerie. Et donc, si je reviens ici par exemple sur les produits d'exploitation, si je me mets en vision non pas cumulée mais mensuelle, je vois que alors, vous avez le graphique représente ici pour chaque mois 2 barres. La barre de gauche qui est encadrée en violet, c'est mon réalisé. Et la barre de droite qui est encadrée en vert, c'est le budget que j'avais fait au départ. Donc ici, je peux comparer directement visuellement les deux et je vois que j'ai fait quasiment moins 60% sur mes ventes sur janvier, quasiment la même chose sur février, etc. etc. Et ensuite, je reprends simplement mes hypothèses prévisionnelles sur les 5 derniers mois de l'année. Ça fonctionne de la même manière pour les charges. Pour le coup, je vois que mes charges, certes, elles ont même été un petit peu supérieures à ce que j'avais imaginé dans mon budget sur les premiers mois de l'année. Et tout ça me donne en trésorerie un profil qui, comme on peut s'y attendre, la courbe vert pointillé, c'était mon budget. La courbe violet en très plein, c'est mon nouveau prévisionnel qui chute dangereusement dans le rouge. Et donc, je vois que si j'étais au mois d'août, je venais de charger mon FEC à fin juillet, je vois que j'ai déjà une trésorerie qui passe dans le rouge dès le mois de septembre et qui reste durablement dans le rouge ici jusqu'à fin 2021. À partir de là, ça va me permettre justement d'ajuster mon prévisionnel sur les derniers mois de l'année et peut-être de devoir en tirer des conséquences ou des mesures correctrices si nécessaire. Revenons sur le prévisionnel. Ici, on va poursuivre dans notre exemple cas d'école. Donc là, je vous ai dit que quand j'ai importé le FEC, ça a simplement remplacé du prévisionnel par du réalisé sur les 7 premiers mois de l'année, jusqu'à fin juillet. Eh bien, on va logiquement ajuster le prévisionnel sur les 5 derniers mois de l'année, jusqu'à décembre,
en se disant que peut-être que les chiffres qu'on avait prévus au départ, la crise Covid n'est pas terminée. Certes, la reprise est là, mais pas aussi forte qu'on l'avait prévu. Donc, on va faire un moins 5% sur les ventes prévisionnelles jusqu'à décembre. On va ajuster le montant des ventes. On sait qu'on va peut-être dépenser, rogner un petit peu sur les coûts de fonctionnement là aussi d'ici la fin d'année. On fait un moins 10% sur les coûts externes. En revanche, tout le reste, les approvisionnements, les coûts de personnel, c'est des charges qui sont déjà engagées. Ça, on peut difficilement les réduire. Et on va pouvoir comme ça vérifier si, je vais remonter ici le graphique de trésorerie. On va pouvoir vérifier directement visuellement ce que ça donne en termes de prévision de trésorerie. Est-ce que c'est mieux ou au contraire, est-ce que c'est encore pire? Logiquement aussi, je peux me dire que le projet d'investissement que j'avais prévu en octobre 2020, vu la situation prévisionnelle de Trésor, je vais devoir le retarder. Donc, je vais le décaler ici simplement en 2021, comme ça, pour voir ce que ça donne. Bon, je vois que ma courbe de trésorerie, c'est mieux, mais c'est pas suffisant parce que j'ai encore un déficit à combler ici fin 2020. Ce que je vais faire aussi, c'est que les hypothèses de croissance de mon chiffre d'affaires 2021, je vais les décaler à 2022 parce que, a priori, en 2021, il se peut que la croissance ne soit pas celle qui était espérée au départ, ou en tout cas qu'elle soit avec un an de retard. Bref, vous le voyez, comme ça, je peux ajuster mon budget de départ pour tenir compte de ce que j'estime être la situation là sur les quelques derniers mois de 2020 et sur l'année 2021. Là, je vois que je suis dans une situation où il me reste un déficit de trésorerie à combler, donc je vais peut-être devoir faire appel à un prêt garanti par l'État. Ici, je vais pouvoir, vous l'aviez vu tout à l'heure, il y avait une catégorie financement, je vais pouvoir aller chercher une hypothèse d'emprunt financier long terme. Donc ça va me permettre de tester, de calibrer un besoin de financement que je pourrais aller solliciter auprès d'une banque, par exemple. Ici, ça peut être un prêt garanti par l'État, un PGE. La situation serait exactement la même si j'étais dans un simple projet de croissance de mon entreprise où je devais aller déposer une demande de crédit. Je peux utiliser l'hypothèse d'emprunt financier moyen-long terme. Ici, je vais l'appeler donc PGE. Je sais que j'avais un chiffre d'affaires d'environ un petit peu moins de 2 millions d'euros sur l'année 2019. Donc, ça veut dire que je pourrais aller au-delà de 500 000 euros en montant de PGE demandé. Mais je vais faire l'hypothèse, je vais voir ce que ça donnerait avec 400 000 euros amortis sur 2 ans avec donc un différé de 12 mois. Pour le moment, je ne touche pas aux autres paramètres et que je sollicite ce crédit à partir du mois de septembre. J'enregistre. Est-ce que c'est suffisant pour passer le cap en trésorerie? Oui, ça semble être le cas. Je retrouve ici une courbe de trésorerie positive sur les années 2021-2022. En revanche, je vois ici que ma courbe de trésorerie, elle continue de chuter en 2023. On va dire que ça me permet de passer les 2 prochaines années, mais la tendance n'est pas bonne à moyen terme. Et si j'allonge l'horizon de calcul du prévisionnel, j'avais fait un prévisionnel sur 4 ans, si je l'allonge sur 6 ans, je vois ici que j'ai une situation qui devient à nouveau un petit peu dangereuse, un petit peu serrée à l'horizon 2023. Alors évidemment 2023 c'est loin, mais c'est simplement pour illustrer la manière dont on peut utiliser l'outil pour recalibrer une stratégie de croissance, de recroissance à moyen terme. Si ici je me dis que voilà, grâce à ce PGE, encore une fois, je sécurise ma situation de trésorerie sur les 2 ans qui viennent, mais que malgré tout, je veux envisager plutôt un rebond à moyen terme, à l'horizon 2023. Je vais pouvoir justement ici tester une stratégie de croissance qui peut être un projet de réinvestissement à partir de 2021. Ici, j'avais prévu d'investir, vous l'aviez vu, un renouvellement d'une machine à partir d'octobre 2021, que j'avais décalé en octobre 2021. Imaginons que je ne vais pas simplement renouveler une machine, mais que je vais moderniser en réinvestissant dans une machine un peu plus chère et que je vais anticiper cet investissement. Je vais le faire, j'ai de la trésorerie pour le faire dès le mois de mars 2021.
Donc voilà, j'augmente mon investissement et je l'avance dans le temps. La trésorerie amenée par le PGE me le permet. Malgré tout, voilà, cet investissement, je ne le fais que si il me permet de réapporter de la croissance sur les années futures. Imaginons que grâce à ce nouvel investissement, je relance une nouvelle ligne de produits à partir de 2021. Je vais recruter à nouveau un salarié pour commercialiser cette nouvelle ligne de produits à partir de 2021. Je vais le recruter à 60 000 € chargés sur l'année à partir donc de septembre. Je le prends en CDI, voilà. Maintenant, bon, vous le voyez, évidemment, j'ai toujours ma situation de trésorerie qui est négative à moyen terme, mais il va maintenant falloir que j'y intègre mes hypothèses, évidemment, de vente nouvelle, ici à partir de, on l'a dit, septembre 2021. Donc ça va me permettre de calibrer finalement quel serait par exemple, le prix de vente unitaire minimum ou bien la quantité minimum de pièces qu'il est nécessaire de vendre en annuel pour équilibrer ma stratégie de croissance, ma stratégie de rebond à moyen terme. Imaginons que mes pièces, je les vends toujours à 5 000 € l'unité. Si j'arrive à en vendre est-ce que si j'en vends 50 par an, en réutilisant le même profil de saisonnalité que celui de mon chiffre d'affaires 2020, est-ce que c'est suffisant? On va remettre des paramètres classiques de 30% d'acompte à la commande et paiement en 25 jours, avec un taux de marge, je crois qu'historiquement, il était de 250%. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait le test avec des ventes qui me rapportent 250 000 € par an. Je vois que c'est même un petit peu ambitieux. En tout cas, c'est une stratégie qui me permet de retrouver une tendance positive ici à l'horizon moyen terme. Et c'est même, voire même un peu, ça me laisse largement de la marge de sécurité par rapport à la situation précédente. Voilà, ça c'est un autre cas d'utilisation possible qui est d'accompagner une entreprise dans une situation de trésorerie tendue à un moment donné, soit parce que, évidemment, la situation actuelle fournit beaucoup de cas de ce type-là, où des entreprises ont pu passer la crise grâce à la souscription d'un PGE. Elles ont une situation de trésorerie qui est redevenue plutôt confortable là sur les quelques mois qui viennent. En revanche, la situation prévisionnelle de trésorerie, si on la projette à 1 an, 2 ans, quand il va falloir commencer et continuer à rembourser le PGE qui a été souscrit, eh ben, on se rend compte qu'elle n'est pas si confortable que ça et qu'il est nécessaire d'envisager une vraie stratégie de croissance du chiffre d'affaires à moyen terme si on veut éviter des difficultés à nouveau dans 1 an ou dans 18 mois. Voilà, ça c'est à nouveau peut-être des cas de figure que vous rencontrez auprès des clients que vous accompagnez. Et nous, c'est un sujet sur lequel on insiste beaucoup auprès des entreprises avec lesquelles on peut aussi travailler en direct. C'est voilà, ne vous dites pas que l'orage est passé, la crise est derrière nous, simplement parce que vous avez retrouvé de la trésor grâce au PGE. Suivez comme le lait sur le feu votre situation de trésorerie prévisionnelle à 12 ou 18 mois, parce que les difficultés peuvent survenir un petit peu plus tard que vous l'imaginiez. Bon voilà, j'espère que je pense que vous avez compris comment fonctionne ici cette interface de construction du prévisionnel. On a d'autres modules qui viennent compléter ou viennent donner des éléments complémentaires à cette vision projection, trésor, compte de résultats. Grâce aux éléments financiers historiques de l'entreprise, on peut aussi faire de la comparaison géosectorielle. Là aussi, si on crée une entreprise ou si simplement on a un projet d'investissement et qu'on se demande est-ce que ma situation en termes de marge, en termes de délai de paiement ou de ratio d'endettement est plutôt au-dessus ou en dessous de la moyenne, eh bien on va pouvoir le savoir en comparant l'entreprise par rapport aux autres entreprises qui font la même chose qu'elle au même endroit. Donc là, on a pris
le code NAF de notre entreprise de chaudronnerie, qui est dans les Hauts-de-France. Et on avait en 2019 39 entreprises qui correspondaient à ce code NAF et à cette région, qui déposaient leurs comptes en non confidentiel. Donc, vous l'avez compris, nous, on a accès directement aux bases des états, des liasses fiscales historiques d'entreprises qui sont déposées en non confidentiel. Et grâce à ces éléments, on fabrique des agrégats de comparaison sur une trentaine de ratios et d'indicateurs. Donc là, vous le voyez à l'écran pour les marges, on le fait également pour un ensemble d'autres indicateurs, les délais de paiement, clients-fournisseurs, des ratios financiers, capacité d'auto, la CAF, la capacité de remboursement, le ratio d'endettement, des ratios de BFR, la solvabilité, des ratios de renta, ainsi que des ratios de structure d'activité où on va comparer le poids relatif de certains postes du compte de résultat. Et à chaque fois, donc le principe, c'est de pouvoir positionner l'entreprise sur laquelle on travaille. Donc ici, notre entreprise de chaudronnerie qui avait une marge opérationnelle de 2,8% en 2019 par rapport à son marché. Donc on voit que la moyenne, qui est la courbe orange, était à 7,9 fin 2019, la moyenne de son marché. Donc on est sur une entreprise qui est un petit peu en deçà de ses concurrents, avec ici les zones de couleur qui correspondent au quartile du marché, donc les 25% les meilleurs, les 25% suivants, etc., jusqu'aux 25% les moins bons. Ça, c'est un outil qui va permettre soit de donner des points de repère quand on est en train de fabriquer un prévisionnel. En clair, est-ce que, par exemple, les marges opérationnelles que j'obtiens sont réalistes par rapport à mon marché ou pas? Est-ce qu'elles sont trop ambitieuses, trop agressives? Ainsi que quand on est en situation d'accompagner un client sur sa gestion ou sur, je reviens sur le sujet du diagnostic financier tout à l'heure, ça peut permettre de mettre en évidence certaines marges d'amélioration. Alors là, ce n'est pas forcément le cas sur notre entreprise ici de chaudronnerie, mais ça peut arriver souvent qu'on ait des délais de paiement client, on se rend compte qu'on encaisse beaucoup plus long que la moyenne du marché. Donc on sait qu'il y a peut-être une source d'optimisation de trésor sur la gestion du poste client. De la même manière sur les délais de paiement fournisseurs. Alors là, typiquement, dans le cas d'une entreprise qui paye beaucoup plus rapidement que ses concurrents, peut-être que les pratiques de son marché lui permettraient de rallonger un peu ses paiements dans la limite du raisonnable pour faire face à une situation ponctuelle de situation de trésorerie tendue. Un autre module complémentaire qui est un module de simulation. Alors, en introduction, je vous ai dit qu'on venait du monde de la banque, et dans le monde financier, on pratique beaucoup ce qu'on appelle le stress test. Vous avez sûrement entendu parler du concept de stress test que passent en général les banques et les groupes d'assurance. L'idée étant de tester au travers de différents scénarios ce qui pourrait mal se passer dans l'activité et quelles sont les marges de manœuvre qu'on a pour réagir face à des situations difficiles, à des situations dégradées. On a transposé ce concept du stress test à la TPE-PME en proposant un module qui permet de rapidement, en 3 clics, chiffrer l'impact d'un scénario, par exemple un scénario de crise de son secteur d'activité sur les 2 années qui viennent, et voir ce que ça donnerait, par exemple, donc si mon chiffre d'affaires baisse de 10% en 2021-2022, mes coûts d'approvisionnement augmentent, mes coûts externes, mes coûts de prestat augmentent, ou mes délais de paiement s'allongent, et qu'est-ce qui se passe surtout si tous ces effets-là se produisent en même temps? Parce qu'on peut très bien être capable de faire face à un moment donné à une baisse du chiffre d'affaires conjoncturel, à un moment donné à une hausse des coûts d'approvisionnement, si on s'appuie sur des matières premières dont les cours sont plutôt volatiles. Mais le problème peut être plus difficile à gérer si tout survient en même temps. Et c'est un peu le concept du stress test, c'est de cumuler ensemble différents facteurs dégradés pour vérifier jusqu'où l'entreprise peut résister. Jusqu'où elle a des marges de manœuvre qui vont lui permettre de résister donc, à cette situation dégradée. Ça, c'est le principe. Après, comment ça se traduit? Donc, on a ici des scénarios qui sont soit préparamétrés dans l'outil, soit qu'on va
soi-même pouvoir créer en fonction de ses paramètres de marché ou de ce qu'on connaît de son secteur. Donc, on a simplement ici à créer des facteurs, par exemple, sur le chiffre d'affaires du secteur. Si on se dit qu'on veut tester ce que pourrait donner une baisse du chiffre d'affaires en 2022, une baisse du chiffre d'affaires du secteur de 10% en 2022 avec une remontée de 10% en 2023 et qu'en même temps, on a des délais de paiement clients qui s'allongent. Par exemple, en 2021, on voit nos délais de paiement s'allonger de 10% en 2021 et en 2022 aussi. Voilà, on a simplement à enregistrer ce scénario pour en voir les effets ici. Alors sur la courbe de trésorerie, en fait, on voit qu'ils sont il faut que j'aille chercher la courbe de trésorerie ici. Voilà. Alors, vous le voyez ici, la courbe, deux courbes apparues, la courbe en pointillé et la courbe en très plein. La courbe en pointillé, c'était la courbe de mon projet, de mon prévisionnel au préalable. La courbe en très plein, c'est la courbe après application de ce scénario. Donc, je vois que si mon scénario test s'appliquait, c'est-à-dire si je perdais 10% de mon chiffre d'affaires en 2022 avec des délais de paiement qui se sont allongés, je retrouverais une situation de trésorerie tendue ici à l'horizon fin 2022, mais ça passe. Voilà, je suis juste en trésorerie, proche de zéro, mais je suis pas dans le rouge. Donc voilà, de la même manière, on peut tester, on peut concevoir autant de scénarios qu'on le souhaite, les assembler ensemble, cumuler des facteurs. Le but étant notamment si on doit aller présenter un projet de financement, c'est d'être capable de présenter non pas une seule vision de son prévisionnel, mais plusieurs. Une vision centrale qui correspond évidemment à ce en quoi on croit, mais aussi des scénarios alternatifs, des scénarios possiblement dégradés, qui montrent à minima aux financiers qu'on s'est posé les bonnes questions, qu'on a fait ce travail de challenger ces hypothèses, de réfléchir où sont ces zones de risque ou les zones de fragilité de son activité, qu'est-ce qui peut mal se passer et comment je réagis dans chacune de ces situations. Enfin, donc l'outil permet aussi de faciliter, ce que je disais à l'instant, la communication auprès d'un partenaire, par exemple d'une banque ou d'un investisseur. On va pouvoir ici en extraire un dossier de synthèse qui va reprendre tous les éléments à la fois descriptifs et chiffrés sur le projet qu'on a réalisé. Donc la description de l'entreprise, ici on peut ajouter autant de commentaires et de textes qu'on le souhaite, la description du projet qu'on a présenté, chacune des hypothèses, alors soit le réalisé ici qu'on a chargé via le FEC, soit les hypothèses prévisionnelles qu'on a prévues sur le reste de l'année, ainsi que sur les années suivantes. Voilà. On va retrouver également les différentes simulations qu'on a conçues. On va retrouver ce visuel vert, orange, rouge sur donc, le prévisionnel de départ qu'on a construit, plus les simulations scénarios qu'on a enregistrées. Alors ici, on le voit typiquement, on est sur un projet où il y a quand même beaucoup de orange et de rouge, donc ça veut dire qu'il faudrait encore retravailler les choses de manière un peu plus raffiné que je l'ai fait là avant d'aller voir un financier. Et enfin, donc tous les éléments, tableaux, chiffrés, graphiques qu'on a obtenus. Ça, on peut personnaliser le rapport, on peut en choisir les sections. Alors évidemment, les éléments graphiques et tableaux qu'on veut présenter ou pas. Ici, on va retrouver le catalogue de tout ce qu'on peut garder dans le rapport, choisir les sections qu'on va ajouter dans le rapport, personnaliser la page de couverture, ajouter un logo si on le souhaite. On peut également ajouter un exec summary. Ici, voilà, si on a un champ texte libre où on peut écrire, on peut ajouter des photos, des images, des tableaux si on le souhaite. Et voilà, et ça c'est exportable en PDF de l'appli et c'est un rapport qui est prêt à être présenté à des partenaires. Voilà, j'ai fait un tour rapide, mais à peu près complet de ce qu'on peut faire avec l'outil. Ici, vous avez dû le voir sur la gauche, il y a également ce module FEC qui est toujours en bêta, donc qui va permettre un petit peu de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure pour importer les réalisés, mais là dans une vision plutôt analytique, c'est-à-dire de faire vraiment le
de pouvoir zoomer sur certains postes des produits ou des charges, enfin, du compte du résultat d'exploitation qui sont contenus dans le FEC qu'on a chargé. Donc par exemple ici, si je veux zoomer sur les 177 000 € de charges externes que j'ai à fin juillet, je peux aller regarder, vraiment j'ai un listing opération par opération où je peux aller rechercher des opérations ou simplement avoir une vision globale de qu'est-ce qui constitue qu'est-ce qui sont les postes les plus marquants sur mes 177 000 €. Après, si je veux simplement, par exemple, voir quels sont ce qui m'a coûté plus de 2 000 € sur mes 7 premiers mois, voire même 5 000 €. Voilà, je peux facilement comme ça aller chercher des opérations. Alors par leur libellé, là évidemment on a tout anonymisé, mais on peut aller également rechercher certaines opérations par leur nom si on s'y intéresse. Après, ça va aussi permettre d'avoir simplement une vision plutôt analytique, mais graphique sur le réalisé sur les 7 premiers mois de l'année. Et on va retrouver ici les éléments les modules de comparaison. Si on veut comparer donc, notre vision ici FEC par rapport à un projet qu'on avait pu créer par ailleurs, à un prévisionnel qu'on avait pu créer par ailleurs. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir recomparer mon FEC par rapport à mon budget 2020 et je vais retrouver cette vision mois par mois comparative sur les principaux postes de produits et charges d'exploitation. Voilà, quand vous êtes... alors, Eval Tombis, on le propose sous différentes formules d'accès. Je vous l'ai dit, on le propose à la fois à des entreprises et des entrepreneurs en direct. Donc, on a des formules qui permettent de faire un dossier d'entreprise, de faire un prévisionnel sur une seule entreprise, donc qui peut être un prévisionnel de création, de budget, d'investissement, de financement, et des formules d'accès qui sont plutôt destinées à l'accompagnement, où on va utiliser Eval Tombis comme vraiment une plateforme collaborative, c'est-à-dire dans laquelle on va pouvoir, en tant que conseiller expert, inviter son client sur l'appli. En clair, ce que ça veut dire, c'est si je reprends ici un exemple concret, imaginons que moi je suis non pas le dirigeant, mais que je suis l'expert qui accompagne la chaudronnerie Hulin. J'ai commencé ici à créer un prévisionnel, à créer un dossier sur la chaudronnerie. Ici, vous avez un tableau qui reprend, vous voyez, il y a plusieurs lignes qui correspondent à des entreprises qui pourraient être mes clients ou bien des prévisionnels sur lesquels j'ai travaillé par le passé. Je vais pouvoir ici ajouter des contributeurs, donc en clair, inviter des tiers à se connecter sur l'appli. Je vais pouvoir ici saisir le mail de mon client, donc du dirigeant de la chaudronnerie. Il va recevoir un lien, ça va lui créer son compte automatiquement sur l'application et il va pouvoir se connecter directement sous mon abonnement. Donc c'est moi qui l'invite, il est mon invité sur l'appli et il va recevoir donc il va pouvoir se connecter donc exactement à la même interface de construction de son prévisionnel que celle que je vous ai présentée. Donc là l'idée c'est vraiment d'être en collaboration. En clair, le client, le dirigeant de l'entreprise va pouvoir manipuler les hypothèses ou les scénarios qui correspondent vraiment à sa vision opérationnelle. A priori, personne d'autre que le dirigeant ou l'opérationnel de l'entreprise ne connaît mieux ces hypothèses que lui-même. Et le conseiller, celui ou celle qui l'accompagne, va pouvoir intervenir sur peut-être la validation ou le challenge des hypothèses de croissance si on se rend compte que par rapport à son secteur d'activité, pouvoir intervenir sur le montage financier, sur l'analyse, la compréhension des résultats. Est-ce que le projet est suffisamment solide pour être présenté à un financier? Et donc, ensemble, qu'ils puissent construire un projet qui est mieux travaillé et surtout que le dirigeant s'est mieux approprié parce qu'il a lui-même mis les mains dans l'outil, il a lui-même pu tester l'impact d'une hypothèse de chiffre d'affaires sur son compte de résultat, sur sa trésorerie. Il comprend beaucoup mieux l'enchaînement entre les différentes métriques et les différentes grandeurs qu'il manipule. Et derrière, s'il doit aller présenter son projet à un partenaire financier, a priori, il sera plus à même de répondre à des questions si on essaie de le challenger sur ses hypothèses ou sur ses résultats. Voilà le principe général de l'outil. Voilà les différents cas de figure auxquels ça peut répondre.
Vous aviez parlé tout à l'heure pour beaucoup d'entre vous de création d'entreprise. Alors, la création d'entreprise, c'est même encore plus simple que ce que je vous ai montré là. Vous allez voir, ça prend 30 secondes à vous montrer. Le jour où on veut créer un nouveau business plan financier sur une nouvelle entreprise, mais ici on fait ajouter un nouveau dossier. La première question qui nous est posée, c'est est-ce que je travaille sur une entreprise qui existe déjà, que je vais pouvoir retrouver par son nom ou par son code sirène, ou bien tout simplement est-ce que je crée une entreprise. Donc voilà, ici je peux tout à fait démarrer sur une création. Je peux rentrer un secteur d'activité ou un département si je veux faire de la comparaison géosectorielle derrière, mais si j'en ai pas besoin, je peux accéder directement à l'étape prévisionnelle et je vais retrouver ici mon interface de construction de mon business plan avec simplement tous les éléments qui sont à zéro au départ, c'est logique, et je vais retrouver ici mon catalogue d'hypothèses que je vais pouvoir manipuler pour voilà, traduire mon projet de création. De mon côté, je pense avoir fait le tour de la démo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'interface, via le chat. Alors, utilisation pour évaluer la valeur d'une entreprise. Pour le moment, on le fait pas. On le fait pas en lecture directe. Je vais vous expliquer pourquoi. On a tous les éléments pour le faire. Alors, on a tous les éléments pour le faire par exemple, en actualisation de cash flow, par exemple, pour le faire en multiples d'EBITDA ou de REX. Je vous l'ai pas montré, mais on peut également, si on charge une liasse fiscale historique, on va pouvoir faire des retraitements pour transformer une vision liasse fiscale comptable en une vision économique de l'entreprise. C'est ce que font notamment beaucoup des repreneurs qui, au moment de racheter, veulent avoir non pas la vision compta-finance, mais avoir vraiment la vision économique de la situation de l'entreprise qu'ils envisagent de racheter. Donc, on peut faire des retraitements de la liasse fiscale, par exemple, pour rebalancer certains postes, certaines charges, certaines dépenses, et donc à obtenir un REX ou un EBITDA économique sur lequel on va pouvoir appliquer des multiples. Malgré tout, on ne le fait pas en automatique parce que, en fait, la valo d'entreprise, c'est une question que tout le monde se pose. Tout le monde cherche le Graal, l'outil parfait on clique sur un bouton et ça nous donne la valo d'une entreprise. Et en fait, on sait que c'est pas si simple que ça. Et on ne veut pas mettre entre les mains, par exemple, d'un dirigeant ou d'un repreneur une valeur qui pourrait l'induire en erreur dans sa négo ou dans son évaluation, sachant que selon le secteur d'activité auquel on s'intéresse, selon le business model, selon la maturité de l'entreprise, on ne va pas utiliser, vous le savez, les mêmes méthodes. Le DCF ou les multiples, ça marche pour certains cas de figure. Pour d'autres, on va plutôt utiliser des barèmes d'évaluation de fonds de commerce. Enfin, bref, nous, on serait capable de proposer seulement 2 méthodes parmi l'ensemble des possibles. Et on estime que ce n'est pas forcément suffisant pour donner vraiment une vision globale de la valeur d'une entreprise. Néanmoins, la question nous est quand même régulièrement posée, donc peut-être qu'on va proposer un module d'estimation, d'indication basé sur du DCF ou sur du multiple, mais à destination uniquement justement des profils accompagnement, conseil, qui sont capables d'analyser la pertinence de la valeur de l'estimation qu'on calcule et de l'utiliser ou pas avec un client. On peut très bien se dire que voilà, finalement pour vous, pour votre secteur, c'est pas du DCF, c'est pas du multiple qu'il faut regarder, c'est plutôt une vision patrimoniale ou une vision barème de fonds de commerce qui s'adapte. Et ça, pour le coup, nous on n'a pas ces données de marché transactionnelles sur des rachats, des cessions qui pourraient venir compléter cette vision. Oui, au moins les agrégats du DCF, oui, c'est ça. C'est fournir les éléments pour permettre derrière de calculer une valo. Encore une fois, voilà, on y pense très fort parce que voilà, la question revient souvent et si elle revient souvent, ça veut dire qu'il y a un besoin, il faut qu'on y réponde. C'est pas encore accessible maintenant, mais on va essayer de proposer quelque chose bientôt. Alors, la base des comptes annuels récupérés est-elle complète? Alors, non, elle ne l'est pas, pour la simple raison qu'on accède, comme je vous l'ai dit, uniquement aux comptes qui ne sont pas confidentiels. Alors déjà, qui sont déposés.
et qui ne sont pas confidentiels. Ce qui veut dire que ça, on a clairement, et ça on le dit clairement, on a un biais vers plutôt les plus grosses PME, c'est-à-dire que vous savez, en général, les TPE ne déposent pas pour beaucoup d'entre elles, ne déposent pas leur compte, n'ont pas l'obligation de le faire. Et pour une part croissante d'entreprises, celles qui déposent, elles le font de plus en plus en confidentiel. Aujourd'hui, sur les entreprises qui déposent, on en a à peu près toujours 40% sur les derniers chiffres qui continuent à déposer en non confidentiel. Donc, ça veut dire que c'est des comptes auxquels on a accès nous. Mais ça veut aussi dire qu'il y en a 60% qu'on n'a pas. Et la part a tendance à évoluer, hein. Évidemment, on s'en doute, depuis que les entreprises ont la possibilité de demander la confidentialité depuis 2017, de plus en plus le font. Donc la base a clairement tendance à se réduire avec le temps. On est toujours aujourd'hui sur des nombres d'entreprises qui sont, on l'estime, statistiquement suffisamment parlants pour pouvoir se comparer. Après, voilà, on est comme tous les outils ou les prestataires qui s'appuient sur des bases de données financières d'entreprise, on a une base qui peut avoir tendance à se réduire un petit peu et qui est un petit peu, encore une fois, biaisée sur les gros chiffres d'affaires. J'en profite pour rebondir sur un élément que je ne vous ai pas montré. Rapidement, on a à partir de cette base de données d'entreprise, on a aussi la possibilité, là tout à l'heure je vous ai montré la comparaison géosectorielle d'une entreprise qui était l'entreprise sur laquelle on travaillait. Et ici en fait on peut aussi aller chercher, afficher des métriques de marché sur n'importe quel secteur d'activité ou n'importe quelle zone géographique à laquelle on peut s'intéresser. Donc par exemple si on est sur les entreprises de transport dans la région Île-de-France, ça va s'afficher. Voilà. Les entreprises de transport dans la région Île-de-France, voilà, on peut zoomer sur cet agrégat, sur les 555 entreprises. Alors on peut même aller chercher un peu plus fin dans les codes NAF pour afficher nos agrégats de comparaison. Et on a aussi la possibilité d'afficher, de faire du listing nominatif d'entreprises. Alors non pas en les recherchant par leur nom, mais en les recherchant par des caractéristiques administratives ou financières. Donc là, on a un peu plus de 600 000 entreprises dans la base. On va pouvoir donc appliquer différents filtres, par exemple secteur d'activité, zone géographique, effectif, chiffre d'affaires et marge, par exemple, où on va aller à nouveau zoomer sur on a parlé des entreprises de transport. On va aller plus fin, transport terrestre en Île-de-France et qui emploient au minimum 5-6 salariés. Voilà, et on peut aller ensuite zoomer sur des tranches de chiffre d'affaires, au moins entre 100 000 et 5 millions d'euros avec une marge opérationnelle positive. Voilà, ça va nous donner les entreprises. Donc on en a 946 qui correspondent à ce filtre. On peut restreindre ensuite. Et surtout, on peut aller, on a les noms des entreprises et on a leurs caractéristiques, leurs indicateurs financiers auxquels on peut accéder. Donc, par exemple, si on s'intéresse à leur ratio d'endettement, on peut ensuite aller trier à nouveau par chiffre d'affaires, faire des filtres sur les ratios d'endettement. Et si on identifie des entreprises qui sont alors ça peut servir dans plusieurs cas de figure. Hein. Si je suis par exemple repreneur d'entreprise, que je veux savoir quel est le profil financier d'entreprise que j'imagine des cibles de rachat, je peux aller ensuite ouvrir un prévisionnel, faire des simulations sur l'entreprise que j'ai identifiée, ou simplement si j'accompagne une entreprise, que je veux lui présenter des profils financiers d'entreprise qui sont comparables à elle, qui exercent dans le même secteur ou dans la même région, là aussi je peux faire des simulations sur des entreprises concurrentes sur la base des comptes qu'elles ont déposés. Alors, juste une question, mais alors, on a également, je vais reprendre les dernières questions ensuite, mais juste avant d'oublier, j'ai omis de vous mentionner
les outils de support que l'on propose à l'utilisation de l'outil. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'outil était utilisable en direct par des dirigeants, par des entrepreneurs. Donc, nous, là, ce qu'on a cherché à construire, c'est un outil qui soit accessible au plus grand nombre, y compris à ceux qui ne sont ni financiers ni comptables. Donc, on n'a pas besoin de compétences particulières en finance pour l'utiliser. On a des tutos qui sont nichés un petit peu partout dans l'outil, qui permettent de comprendre les concepts qu'on est en train de manipuler, savoir à quoi va servir telle ou telle fonctionnalité. On a une section documentation ici qui reprend sous la forme de fiches d'utilisation comment utiliser les principales fonctionnalités et à quoi ça peut servir. Donc ça, c'est ce qui permet, c'est le support offline qui permet encore une fois, d'utiliser l'outil, de le prendre en main relativement rapidement. Nous, ce qu'on constate, c'est que finalement, même ceux qui sont néophytes arrivent à le prendre en main relativement rapidement. Mais pour les cas où ils ont des questions, et ça peut arriver aussi, on a un support en ligne, donc on a un petit chat ici en bas à droite de l'outil, de l'interface de l'écran que vous voyez, où on peut poser toute question sur l'utilisation de l'outil. Donc quand la question c'est voilà, je suis bloqué à tel endroit, qu'est-ce que je dois faire, ou je ne comprends pas tel résultat, ça on y répond volontiers. En revanche, ce qu'on ne fait jamais, c'est de conseiller sur le projet, conseiller sur les hypothèses, vous dire si les hypothèses sont pertinentes ou pas. Ça, c'est pas notre métier. Nous, on est éditeur de logiciels, on fait pas du conseil. Même si souvent la nuance, la frontière est un peu ténue entre voilà, expliquer pourquoi le résultat est ce qu'il est et expliquer si c'est pertinent ou pas. Mais néanmoins, nous voilà, on essaye de mettre une limite assez claire à ne pas accompagner nos clients sur l'analyse ou la validation de leur projet. Ça, on laisse le soin à ceux qui les accompagnent de le faire. Donc, quand la question nous est posée, ça peut arriver, hein, est-ce que mon prévisionnel est bon? Je dois aller voir mon banquier la semaine prochaine. Dites-moi si c'est bon ou pas. Dites-moi si je vais avoir mon crédit. On ne sait pas et on renvoie vers ceux qui sont là pour conseiller, l'expert comptable s'il est là, ou tout accompagnateur qui peut aider l'entreprise. Nous, on a un mécanisme quand l'entreprise n'est pas entourée par soit un expert comptable, soit un conseiller, soit un DAF externalisé qui peut l'aider. On a un mécanisme de partenariat où on peut proposer ceux qui le souhaitent d'aider l'entreprise. Et donc, sur ce sujet-là, toutes les propositions de partenariat sont les bienvenues. Les offres, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Je vous ai parlé de l'offre accompagnement donc, qui permet d'inviter et de collaborer avec un client. Je vais simplement vous les afficher à l'écran pour que ce soit plus explicite pour vous. Donc les offres qui s'adressent aux dirigeants, aux entreprises en direct, c'est les offres créateurs dirigeants que vous avez sur la gauche. Ici, on a une offre évaluateur qui est une offre qui est calibrée pour ceux qui ont besoin d'analyser non pas un seul, mais plusieurs dossiers d'entreprise. Donc, on leur propose un package pour 5 entreprises différentes. C'est typiquement le cas de repreneurs d'entreprises qui veulent faire non pas un seul prévisionnel, mais des prévisionnels sur plusieurs entreprises qui sont des cibles de rachat potentiel. Ou alors, ça peut également fonctionner pour des groupes d'entreprises qui veulent avoir un suivi individualisé par filiale. Et la formule accompagnement qui ici donc permet, comme je vous le disais, d'inviter ses clients et de collaborer à plusieurs. Alors cette offre-là, celle qui est affichée en ligne, elle permet de travailler sur un nombre illimité de dossiers. Alors ça peut être utile quand par exemple, si on fait de l'accompagnement à la création où on va travailler sur des missions de très courte durée dans le temps et on va en faire beaucoup dans l'année. En revanche, si on a plutôt un fonctionnement où on va accompagner quelques PME dans l'année, mais on ne va pas faire forcément des gros volumes et on va le faire sur des missions de durée au moins sur plusieurs mois, on ne peut pas avoir 50 clients de front en même temps. Donc, on propose des offres accompagnateurs en nombre de dossiers limités qui ne sont pas affichés en ligne, mais qui sont tout à fait accessibles, qui permettent par exemple de faire de l'accompagnement sur 5 dossiers ou sur 10 dossiers à des prix qui sont évidemment inférieurs à 189 par mois
si ça vous intéresse, évidemment, on peut vous les communiquer. On peut vous les communiquer après la séance. Je vois qu'il y avait certaines questions qui étaient arrivées entre-temps et je n'avais pas répondu. Calcul de vanne et TRI, ça, voilà, ça j'y ai répondu. C'est bon? On a répondu à tout? OK. Alors, si vous avez encore quelques instants, on va vous proposer de répondre à quelques questions complémentaires. Il y avait une question qu'on avait oublié de vous poser, de vous poser en entrée, qui était: quelle est votre priorité numéro 1 actuellement? Là aussi, l'idée, c'était de faire connaissance, un petit peu plus connaissance avec ce qui sont vos préoccupations actuelles dans le cadre de vos activités. Alors, soit accompagnement, mais soit aussi activité tenue de compte habituelle. On va vous demander quelle est votre priorité numéro 1 actuellement. Donc ça, c'est un QCU. Vous avez simplement à nous dire si il s'agit pour vous au quotidien plutôt de gagner en productivité, de fidéliser vos clients, développer de nouvelles missions ou conquérir de nouveaux clients. Alors soit sur de la tenue de compte, soit sur des missions complémentaires, création, reprise, accompagnement, pilotage, etc. Alors, entre-temps, on a une question qui nous est venue sur l'engagement dans le temps que vous puissiez voter. Alors, on a de l'engagement, on a du avec ou sans engagement. On essaie de proposer des offres qui correspondent vraiment alors déjà au profil, aux besoins d'utilisation qu'on en a donc via les différents profils, créateurs, dirigeants, etc. Mais aussi avec une flexibilité à l'usage. Si on en a besoin que ponctuellement, on peut s'abonner juste pour un mois. Alors, donc c'est pas du paiement à la consommation, c'est l'unité minimale, c'est le mois, mais on peut très bien payer juste un mois si on a besoin d'accompagner un client sur un mois, ou plus généralement prendre un abonnement mensuel si on n'a pas forcément de vision sur la durée sur laquelle on va ou la récurrence de l'utilisation qu'on va en avoir. Donc là, les offres qui sont, chacune des offres qui sont affichées là, que vous avez à l'écran, sont accessibles soit en mensuel, soit en annuel. En mensuel, les prix qui sont affichés en bleu, là, sont des prix en prépaiement annuel. Pardon, vous avez le sondage qui est en cours. Bon, on va conclure le sondage. Voilà, hop. Je reprends. Donc, par rapport aux durées d'engagement, sur les 4 offres les 4 formules qui sont à l'écran, à chaque fois, vous avez la possibilité d'y souscrire soit en mensuel, soit en annuel. Et les prix qui sont en bleu sont les prix avec prépaiement annuel. Après, les prix qui sont sans engagement, donc en paiement annuel qu'on peut interrompre à tout moment. Vous voyez par exemple pour une offre dirigeant, ça passe de 15 à 24 €. Et donc pour prendre l'exemple des créateurs, effectivement, on a le plus souvent sur des créations des clients qui viennent sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de faire leur prévisionnel, leur business plan financier, mais ils n'en ont pas forcément besoin sur plus longtemps, donc ils sont très satisfaits d'avoir un engagement limité dans le temps. En revanche, un dirigeant qui va y revenir plus régulièrement pour faire du suivi budgétaire, lui va avoir tout intérêt à prendre de l'engagement annuel. Pour l'accompagnement, c'est la même chose. Comme je le disais, si vous avez un besoin qui est très ponctuel, un client qui vous demande à un moment donné, ou quelques clients qui vous demandent à un moment donné, ou alors si vous créez une offre d'accompagnement sur, par exemple, de la création d'entreprise, vous pouvez ne pas avoir la visibilité sur voilà, est-ce que je vais avoir besoin de l'outil toute l'année ou pas, auquel cas une offre sans engagement mensuel peut très bien convenir, sachant qu'il y a une incitation économique à passer sur du prépaiement annuel comme vous l'imaginez. Et donc cet engagement mensuel ou annuel est aussi valable sur les formules
limitées, donc celles qui ne sont pas affichées en ligne, comme je vous l'ai dit. Alors, juste conclusion sur le sondage qu'on vient de fermer, si je fais partager, vous voyez que la principale préoccupation pour vous, c'est de conquérir. Ce qui est étonnant, c'est pas de fidéliser. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'intérêt pour fidéliser vos clients, ce qui est à la limite tant mieux, hein, ce qui veut dire que vos clients actuels sont fidèles et ne sont pas incités à partir à la concurrence. Donc la conquête de nouveaux clients, développer de nouvelles missions, et là aussi, de manière surprenante, assez peu en gain de productivité. Ce qu'on entend beaucoup, hein, en tout cas nous, le feedback qu'on a déjà eu de certains, peut-être de certains d'entre vous, en tout cas des échanges qu'on a eu avec des confrères, c'est que le développement de nouvelles missions, c'est tentant, on a envie d'y aller, mais parfois on est pris par le temps, tout simplement, le quotidien, les échéances fiscales, sociales, et que malgré tout, même s'il y a une grande part de la production comptable qui a tendance à s'automatiser grâce aux nouvelles applis, aux nouveaux outils, c'est pas encore suffisant aujourd'hui pour dégager suffisamment de temps, dégager suffisamment de ressources, dégager suffisamment de productivité pour réallouer ces ressources à du conseil. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous si vous êtes une majorité à vouloir développer de nouvelles missions et à conquérir de nouveaux clients. Nous, on est convaincus que être capable de proposer aujourd'hui vraiment des offres complémentaires à la tenue de compte, c'est stratégique pour aller chercher des nouveaux clients. Nous-mêmes, hein, je vous donne un exemple, c'est du vécu. On est une jeune entreprise, donc comme tout le monde, on a dû choisir à un moment donné un cabinet d'expertise comptable pour nous accompagner. Et ben on est allé vers le cabinet qui proposait non seulement de la compta, mais qui était capable de proposer aussi du pilotage, des situations intermédiaires et d'avoir vraiment nous proposer une vision proactive et pas seulement je suis un peu dans la caricature, mais le bilan 4 mois après l'arrêté. En tout cas, pour nous, c'était important. On baigne dedans toute la journée, donc on comprend l'intérêt que ça peut avoir pour nous. Mais voilà, on est convaincu que pour de plus en plus d'entreprises, en tout cas, ça devient un facteur de choix au moment de choisir son cabinet. Simplement, pour encore 2 questions, ça va être facile. Est-ce que vous avez déjà utilisé Evaltombiz? Simplement pour savoir si on s'est déjà vu ou pas. Et ensuite, on vous demandera si vous avez apprécié et si ça vous intéresse. Alors, je me tourne vers Thomas pour celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés. Est-ce qu'on a les coordonnées des personnes qui posent des questions ou qui sont inscrites ou pas? Ouais. Si vous nous dites via le chat ou via les questions que vous êtes intéressés, on pourra revenir vers vous. Avec plaisir pour poursuivre l'échange. Et également, comme l'un d'entre vous l'a fait, si vous voulez directement nous envoyer votre email via le chat, ce sera encore plus simple. Bon, très bien. Une majorité qui ne connaissait pas du tout Evaltombiz. Donc, ravi de vous l'avoir fait connaître. Question suivante. Qu'avez-vous, donc là, ça devrait être du QCM normalement. Qu'avez-vous apprécié dans la présentation? Là aussi, si vous voulez nous faire part de commentaires ou de questions via le chat ou via les questions, n'hésitez pas.
Bon. On est à plus de 50%. On va considérer qu'on a une majorité qui s'est exprimée. Bon, c'est plutôt réparti hein, en numéro 1, on a les modules d'analyse, comparaison au pair et stress test, aspect collaboratif et pédagogique. Bon, ça fait 1 minute 30. Pour pas vous prendre trop de temps, on va fermer le vote. Voilà, je vous affiche les résultats. Alors, en tout cas, c'est surtout utile pour nous hein, pour savoir quels sont les éléments qui sont les plus appréciables pour vous. Et enfin, bah, si vous le voulez bien, une dernière question. Là aussi, c'est pour nous et pour vous proposer de poursuivre l'échange par la suite, si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez envie d'essayer? Sur chacune des formules qu'on propose, il y a un essai gratuit de 14 jours qui est proposé en standard, en public. Il suffit d'aller sur le evaltombis.fr et de créer un compte. Néanmoins, l'offre à 14 jours, ça marche bien, on va dire, si on est entrepreneur, si on est dirigeant et qu'en 14 jours, normalement, on a le temps de se faire une idée sur est-ce que l'outil convient pour faire un prévisionnel ou pas. Pour vous, on sait bien qu'il en est autrement. Il faut que vous ayez le temps si vous voulez le tester en situation réelle avec un client, déjà, il faut que vous trouviez le temps dans la semaine pour le faire. Il faut que vous ayez les données de votre client. Il faut que éventuellement votre client soit disponible si vous voulez l'associer au test. Donc, on serait ravis, si vous le souhaitez, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, de vous mettre entre les mains une version test sur une période un peu plus longue, qui peut être pendant 1 mois, vous avez une version accompagnateur sur quelques dossiers qui vous permet simplement de voir si vous vous y retrouvez, est-ce que ça peut vous être utile, et même, encore une fois, d'y associer vos clients. Si vous souhaitez tester quel accueil peut réserver vos clients à une interface de ce type et à fonctionner vraiment en collaboration, on serait ravis d'avoir vos feedbacks et de vous mettre à dispo une version d'essai. Donc merci à ceux qui ont voté et je ferme le vote. A priori, tout le monde est d'accord. Enfin, tous ceux qui ont voté sont d'accord pour tester. Donc, merci beaucoup. On a bien noté le mail de celles et ceux qui l'ont écrit dans la section questions. Je vous donne à la voix mon email, mais que vous pouvez aussi obtenir s'il y a un doute auprès des équipes de l'INEST, auprès de Thomas. Donc moi, mon mail, c'est Jean, c'est très simple, c'est jean@evaltombis.fr. Mon associé, c'est tout aussi simple, c'est pascal@evaltombis.fr. Donc n'hésitez pas à nous écrire et on reprend contact avec ceux qui nous ont laissé leur mail. Un grand merci à vous pour votre attention, pour votre écoute. On espère que c'était, malgré les conditions du webinaire, c'est pas toujours. J'aurais largement préféré pouvoir vous rencontrer physiquement et éviter le sentiment de faire un monologue pendant 1 heure. Mais bon, voilà, en tout cas, ce petit sondage et cet échange qu'on a pu avoir avec le module de questions nous ont permis d'avoir un petit peu d'interactivité. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, en tout cas de poursuivre l'échange et de se rencontrer peut-être à d'autres occasions dans des circonstances un peu moins confinées. En tout cas, bonne continuation à vous et à très bientôt et merci encore. Bonne journée. À bientôt.